Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et les rendez-vous de la Viso aujourd'hui, c'est en compagnie de Coralie Abraham-Palti de la section Viso à Vive. Nous avons une invitée qui est psychologue et que je vous laisse, chère Coralie, présenter. Bonjour. Bonjour, merci Lise Gutmann. Bienvenue à Léa Ifergan-Ré, qui est effectivement psychologue, clinicienne, psychothérapeute et qui exerce depuis plus de 17 ans à Paris dans le 14e arrondissement. Vous accompagnez des enfants, des adolescents, des adultes et des fois des familles ensemble. Et vous êtes également ponctuellement conférencière. Exactement. On a eu le plaisir de vous avoir à 2 reprises lors de soirées Viso à Vive et donc on se connaît déjà un peu. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup d'intérêt qu'on va aborder l'adolescence ensemble. Alors tout d'abord, comment décririez-vous votre mission au quotidien en tant que psychologue ? D'abord, merci beaucoup de Avec m'inviter plaisir, Léa. aujourd'hui. C'est vrai que j'avais beaucoup apprécié ces soirées psy et rabbinites. Et donc, voilà, c'est Vous vraiment connaissiez la Viso ? beaucoup d'honneur pour moi de venir. Je l'ai connue grâce justement à Coralie, Elia et ces soirées. Mon métier de psychologue, en fait, pour moi, d'abord, c'est d'aider mes patients à se sentir plus heureux avec eux-mêmes et avec les autres. Et donc, je dirais que mon métier, c'est un peu artisan du bonheur. Voilà, c'est beau. On aime bien cette définition. Voilà. Et puis, de les aider à advenir à eux-mêmes, c'est-à-dire de prendre conscience de qui ils sont, de les aider à devenir ce qu'ils sont, à prendre conscience également de ça, et puis de les mettre au travail, de les faire réfléchir également aux choix qu'ils vont prendre dans leur vie, de pourquoi, en fait, pour quelles raisons ils agissent comme ci ou ils réfléchissent comme ça. Et voilà, donc c'est un peu un travail de découverte de leur inconscient aussi, beaucoup. Alors Léa Ifergan-Ré, en quoi travailler avec les ados, les adolescents est passionnant ? Moi j'adore vraiment travailler avec les adolescents. Je pense que déjà ils sont drôles. Déjà, premièrement, donc ça rend quand même la chose plus sympa. Ouais. Ils ont une énergie incroyable. Et en fait, c'est une période de la vie au cours de laquelle ils se rendent compte profondément qu'ils ont une conscience. Ils commencent à développer des métapensées, c'est-à-dire qu'ils peuvent réfléchir à leur façon de réfléchir. Et ils sont extrêmement curieux de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, de leur environnement, des relations qu'ils ont avec leurs amis, avec leurs parents. Ils se posent énormément de questions. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un travail de maïeutique. C'est-à-dire que c'est Socrate qui parlait de ça, c'est-à-dire l'art d'accoucher les esprits. Et en fait, quand on discute avec un patient et avec un ado a fortiori, l'idée, c'est vraiment de le faire éclore à la pensée, de le faire éclore à lui-même. Et j'adore cet accompagnement. Puis en plus, c'est une période de la vie où les ados, ils sont extrêmement créatifs, Oui. très plastiques, ils ont une plasticité psychique énorme. Et en fait, ça va vite. Donc on leur dit quelque chose, ils captent, ils comprennent, ils pigent tout de suite. Et puis après, la séance d'après, ils disent « Ah, j'ai fait ça, ou ça a fonctionné, ou je comprends mieux le monde qui m'entoure, mes parents, ça va beaucoup mieux avec mes amis et tout. » Voilà. Alors, je voulais quand même revenir très rapidement, parce que ça peut être des heures de conférence, sur les fondamentaux dans l'éducation au niveau de l'enfance. Quels sont les besoins fondamentaux qui ensuite va pouvoir porter un adolescent plus tard ? C'est une bonne question. Et je pense que c'est aussi pour ça que nous, les psys, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans l'enfance. On est un peu obsédés. Mais pourquoi vous nous Oui. posez toujours des questions sur Oui. comment c'est l'enfance? Quand on veut parodier un psy, on dit toujours ça. Mais je dirais que le premier ingrédient du bonheur, c'est quand même l'amour. Et un peu par provocation, je dirais les témoignages d'amour. Parce que j'ai beaucoup de patients qui disent « Ah, mais moi, je me sens aimée de mes parents.
mais ils me l'ont pas beaucoup montré. Et donc là, je ferais vraiment référence aux 5 langages de l'amour, donc les paroles valorisantes, les temps de qualité passés ensemble, les services rendus, les cadeaux justement choisis, et puis la tendresse physique, et le sentiment de sécurité en fait qui peut se dégager de ces témoignages d'amour, le fait de discuter, de jouer avec l'enfant, de s'intéresser à lui, beaucoup de tendresse, et puis aussi beaucoup le consoler chaque fois qu'il est triste. Ensuite, je parlerai de la joie, c'est-à-dire être bien avec sa famille, avoir du plaisir à être ensemble. Ça, je pense que c'est vraiment hyper important de faire des blagues, de bien s'entendre, de faire des activités qu'on aime, des surprises, des cadeaux, etc. Ensuite, la confiance, c'est-à-dire donner confiance à son enfant et aussi lui faire confiance, c'est-à-dire le reconnaître, le considérer, l'estimer, et Et lui puis dire. et lui dire, tout à fait. Et puis, par des paroles valorisantes, des encouragements, ça compte énormément parce que ça, c'est un tremplin pour la vie, pour accomplir des choses. Bien Sinon, sûr. je suis sûre que vous devez connaître des gens qui sont en perpétuelle recherche de la reconnaissance des autres. Et ça, c'est souvent un Oui. très grande faille, quoi. Mais est-ce que c'est Euh, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes bénéficié de reconnaissance quand ils étaient enfants? oui, Parce que c'est quand exactement. même étonnant qu'on dise ça, je trouve. La jeune génération de parents est quand même peut-être un peu plus proche, un peu plus câline que l'ancienne, ou pas? À quoi c'est dû? Au portable? Non, mais ça peut... Alors, je pense qu'on peut être très tendre et montrer beaucoup d'amour sans forcément reconnaître ou valoriser l'enfant. Parfois, moi, il y a des patients qui me disent, bah, moi, je me suis sentie très aimée, mais je me suis pas spécialement sentie reconnue. Ah oui. Voilà. Moi, Ouais. j'ai l'impression que les anciennes générations passaient pas beaucoup de temps à encourager ou à valoriser les enfants. Il y avait souvent de l'amour, mais les choses allaient vite, les enfants restaient à leur place et on les célébrait pas plus que ça. Mhm. Mhm. Il y avait beaucoup de demandes de performance Oui, et de rendement scolaire, c'est de ça. rendement Oui. académique. Oui, Le fameux l'enfant entre à la maison, il a eu 16, pourquoi t'as pas eu 17? c'est ça. Et Oui, puis, c'est comme vrai. me disait il y a pas si longtemps un patient, quand il a eu son bac, bah, tu peux remercier ta mère parce que c'est grâce à elle, et même pas de Oui. féliciter. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours quand même dans certaines familles, dans certains milieux, Ouais. toujours cette exigence de rendement qui est souvent pour très inconsciemment valoriser les parents. Oui. Et d'ailleurs, quand on le dit aux parents, ils ne le reconnaissent pas toujours ça. Mais bon, Ah oui, faut parce que chercher vous la faille recevez narcissique. aussi les parents, évidemment. Oui. Alors oui, ça, je pense que c'est une des spécificités Oui. de mon approche. C'est que, en fait, je mets vraiment le travail entre parents et adolescents, ou parents et enfants. Il est vraiment au cœur de mes séances. J'implique les parents comme premiers agents thérapeutiques de leurs enfants. Et pour moi, le fait pour aider un enfant ou un adolescent, ça doit forcément passer par la relation avec son parent. Et il y a beaucoup de choses à réajuster dans la relation parent-enfant. Alors, je voulais parler de l'équilibre très délicat qu'il faut essayer de trouver quand l'adolescent, du coup, est rebelle, a du mal avec l'autorité, a un grand besoin d'autonomie. Des fois, on est face à des profils qui sont corsés C'est vrai. à la maison et au collège, lycée. Comment on reste ferme et on garde le cap? Parce qu'il y a des parents qui jettent l'éponge, malheureusement, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont épuisés. C'est un équilibre qui est comme ça, assez Oui. difficile à tenir. Oui, bien sûr, c'est une très bonne question. Alors déjà, je pense qu'il faut vraiment rappeler à tous les parents qu'il s'agit d'un passage. Oui. Hein. C'est un peu comme la période d'opposition, 18 mois, 4 ans. Vous l'avez peut-être oublié, mais après, ça passe. Ouais. Donc, c'est un passage obligé. Ensuite, je pense qu'il faut se réjouir du fait que son ado réclame de l'autonomie. C'est un signe de bonne santé. Ouais. Je crois personne n'a envie d'avoir Tanguy à la maison jusqu'à 30 balais. Oui, hein, oui. Voilà. Et puis, C'est certain. exactement. Et puis... en fait, j'ai envie d'interroger les patients les parents sur la qualité de la relation qu'ils avaient avec leur enfant avant le début de cette période rebelle. C'est-à-dire que je pense que plus la relation a été de qualité, avec
des échanges profonds, une relation personnalisée, enfin des bons moments privilégiés, partagés ensemble. Je pense que ça fait vraiment le terreau de la bonne relation qu'il y aura ensuite à l'adolescence. Et donc, ce sera beaucoup plus facile de gérer les velléités d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Et puis, finalement, avoir envie d'être libre, c'est tout à fait normal. Enfin, est-ce que nous souhaiterions rester dépendants de nos parents, Ben non. penser comme eux, réfléchir comme eux? Non, je ne crois pas. Ça se passe pas comme ça la vie, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand je reviens sur les moments de joie qui sont importants à partager, c'est qu'il faut continuer pendant l'adolescence, même si les tensions sont souvent présentes et qu'il y a des crispations sur certains sujets, puisqu'il y a une défiance à l'autorité fréquente. Il faut être vigilant sur le fait qu'il y ait toujours des moments de joie et des moments de Exactement. partage Tout à fait. où on ne parle pas forcément des sujets qui fâchent. C'est ça. Et c'est Donc, en assez- l'occurrence, pas des notes Voilà, ou pas du rangement. exactement. Moi, récemment, on m'a dit quelque chose qui est du bon sens, mais qui m'a beaucoup aidée, c'est à table de garder ce moment, essayer au maximum de garder ce moment de repas en famille joyeux, Exactement. sans aborder les notes si on est face à des enfants qui sont pas très scolaires ou qui sont en difficulté, Mm. pour ne pas gâcher et la digestion et le moment passé en famille. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Je crois que les enfants, ils sont hyper sensibles à l'intérêt qu'on leur porte, Ouais. à l'intérêt qu'on porte à leurs relations, Mm. à leurs meilleurs amis. Mm. Ils sont hyper touchés quand les parents et les pères en particulier se rappellent du prénom de leur meilleur copain, leur meilleure copine. Ouais. Et ben en fait, ils adorent qu'on leur demande, voilà, c'est quoi la prochaine anniversaire surprise que tu vas passer, comment ça se passe l'organisation, qu'est-ce que tu as appris qui t'a passionné aujourd'hui. Le côté qualitatif plutôt que quantitatif. C'est ça. Ouais. Alors, quel accompagnement vous proposez spécifiquement si on peut dire, quelle est votre marque de fabrique dans votre cabinet ou votre méthodologie? Ouais. Déjà, quelque chose de peut-être un petit peu inhabituel, je dirais que quelque chose qui caractérise les séances, c'est que parfois on peut rire et pleurer Ouais. au sein de la même séance. Ouais. Rire, c'est-à-dire ça marque une forme de connivence, voilà, où on se connaît bien avec le patient et je pense que ça apporte aussi une certaine légèreté. Et en même temps, pleurer, ça veut dire que c'est le lieu pour pouvoir accueillir les émotions du patient, de pouvoir l'accompagner en fait quand il ressent et qu'il éprouve les choses. Parce que je crois qu'il y a un peu un malentendu. On se dit que faire une psychothérapie, c'est comprendre ce qui va pas dans la vie. Mais plutôt que comprendre, c'est surtout ressentir. George Sand disait l'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. Je crois que c'est vraiment ça, en fait, que j'essaye de faire dans mes séances. Et puis, comme je vous ai dit, je reçois les adolescents et les parents. Donc, je fais un grand travail de médiation, en fait, de traduction, de les aider à se comprendre les uns les autres, à mieux communiquer. Et en fait, je dirais que quand les patients ressortent de la séance avec un grand sourire, bras dessus, bras dessous, et que, comme cette semaine, je demande à l'ado comment tu te sens après cette séance, et qui dit je me sens hyper bien, je suis contente d'être venue, ça a été utile. J'ai comme un jour, il y a un jeune homme qui m'a dit, avec des larmes aux yeux, il m'a dit, j'ai l'impression de rencontrer mon père pour la première fois. C'est Et très voilà. fort, hein. Très fort. Hyper fort. Très fort. Surtout quand on sait que les mères font des pieds et des mains pour traîner leur mari récalcitrant en séance, ou qu'il y a des pères à la fin de la séance qui disent à leur fils, t'as de la chance, j'aurais tellement aimé rencontrer une psy comme ça quand j'avais ton âge. Ah oui, Voilà. d'accord. Ouais. Donc là, je me dis, ok, ouais, c'est gagné, quoi. C'est gagné. Ouais. Donc Alors, vous rapprochez les liens, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Et c'est aussi une histoire de rencontre. C'est ce qu'on disait ensemble en amont de l'émission. C'est qu'en psychologie, il faut qu'il y ait que ça fitte entre le patient et le psychologue ou la psychologue. Est-ce que vous pouvez peut-être illustrer ce propos Oui, je pense que c'est important que de la part du patient et de la part du psychologue, on sente qu'il y a une résonance. Voilà, comme vous dites que c'est un peu une rencontre de cœur à cœur. Il y a évidemment la qualité du travail qu'on peut proposer, mais aussi le fait de se sentir bien avec le psychologue. J'ai envie d'être la psychologue que moi j'aurais aimé rencontrer.
finalement. Et il y a aussi pour les histoire, patients. il y a aussi une histoire de timing, parce qu'il faut que le patient Complètement. soit prêt. Et Tout à des fait. fois, il n'est pas prêt. C'est vrai ce que vous dites. Je me rappelle d'une patiente que j'ai rencontrée quand elle avait 16 ans et avec laquelle on a fait un bilan psychologique de personnalité, donc avec des tests projectifs, et la demande était émise par les parents. Et en fait, on a fait le bilan, j'ai donné le compte-rendu, on a fait la séance de restitution. Bon, voilà. Et puis, cette jeune femme, peut-être elle se reconnaîtra si elle écoute l'émission, et ben, elle est revenue me voir 10 ans après. Donc, elle en avait 26. Et puis, elle m'a dit, ben voilà, merci de me recevoir. J'ai envie de comprendre en fait ce qui s'est passé. Pourquoi mes parents, ils n'ont pas changé après le bilan? Pourquoi j'ai été comme ça? J'ai envie d'être plus profonde en fait dans mes relations avec les autres. Et là, en fait, je me sens prête et c'est ma demande. Voilà, donc C'est c'était incroyable, ça. vraiment bouleversant et Oui. ça m'arrive assez souvent parce que comme ça fait longtemps maintenant que j'exerce en cabinet, Bien j'ai des sûr. patients qui viennent à un moment, par exemple quand ils sont enfants. Là, ça m'est arrivé, elle est une petite fille qui est venue quand elle avait 6 ans, puis là, elle en a 14 et elle a dit à sa mère, en fait, moi, c'est là que je veux revenir voir. Waouh. Je veux pas aller voir. Enfin, elle a vu quelqu'un, mais ça a pas, Oui, ça a oui, pas oui. Ça matché. n'a pas matché. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être que enfin, il y avait besoin de tout ce temps-là pour qu'on se rencontre à nouveau et que là, en fait, on fasse vraiment le travail va Oui. enfin démarrer, quoi. Voilà. Donc en fait, là, on comprend à travers votre parole que la psychologie, c'est aussi une affaire de temps. Complètement. Oui. C'est vraiment une affaire de temps. D'espace et de temps. Et je pense qu'il y a une différence entre la demande manifeste, c'est-à-dire la demande avec laquelle arrivent les patients. J'ai des insomnies, je dors pas, j'ai des troubles du comportement alimentaire, je me sens triste, j'arrive pas à surmonter telle rupture, etc. Et puis après, il y a la demande latente, c'est-à-dire la demande beaucoup plus inconsciente. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec les coachs de développement personnel, et l'abrasement de l'inconscient et de la profondeur et de la question de la temporalité, en fait, les gens, ils veulent du tout de suite, maintenant. On veut aller mieux, bien maintenant. Et ils veulent être confortés dans ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper dangereux parce qu'ils ne souffrent plus la contradiction. Vous voyez? Bien sûr. Voilà. Il y a On une est d'accord. impatience, il y a une impatience Complètement. totale Complètement. et aussi une consommation des services. Et on consomme pas de la psychologie comme on Non. consomme du coaching. Exactement, exactement. Et je pense que dans le travail aussi d'interprétation du Talmud, et le fait de vraiment réfléchir au sens caché, de prendre ce temps-là, ben pour moi, il y a vraiment des grandes accointances entre la psychologie et ce qui peut se passer. Bien sûr. Voilà. Alors, Léa Ifergan-Ray, en quoi connaître ses origines est-il indispensable pour le bien-être des enfants? Ben, je On pense est en que- plein dedans, là. Bah hein. ouais. Ouais. Pardon. Je pense que nos origines, c'est quand même notre raison d'être au monde. C'est-à-dire qu'on est le fruit de l'amour de nos parents, dans le meilleur des cas. Oui. Et donc, savoir d'où on vient, ça permet de savoir qui on est et où on va. Donc, c'est fondamental. C'est la philosophie à essayer de se poser cette question depuis qu'on s'interroge voilà, en psychanalyse, en psychologie. Donc, c'est fondamental et je le vois vraiment dans mes consultations. En fait, cette lueur, l'impression que pour les patients, tout à coup, tout prend sens quand ils comprennent un secret de famille, par exemple, qui va Bien être sûr. révélé par les parents. Tout à coup, ils comprennent aussi le sens de leurs symptômes et pourquoi ils agissent ainsi. Parce que le problème avec les secrets de famille ou la question des origines, c'est que le sujet est mu par des choses qu'il ne comprend pas. Ouais. Et tout à coup, ça lui permet, comme je disais, de reprendre de l'agentivité, de reprendre le contrôle dans sa vie, quoi. De reprendre leur Donc, destin en main. Et On c'est ça. évite, Voilà. on évite bien sûr les non-dits. On évite au contraire peut-être de trop parler de certains... Enfin, c'est-à-dire, il faut jamais se restreindre dans la transmission, bien évidemment. Mais on va aborder maintenant le sujet de la Shoah. Il y a effectivement, j'imagine, un équilibre aussi à trouver, puisqu'il y a des enfants de rescapés qui en ont trop entendu parler et qui ont été assez traumatisés. Il y avait un peu un too much et d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. Et donc, j'imagine que aussi sur le sujet très délicat de la transmission de la mémoire autour de la Shoah, il y a aussi un équilibre à trouver.
Alors, est-ce que vous avez accompagné des familles qui avaient besoin d'accompagnement là-dessus et qu'est-ce que vous avez à nous partager sur ce sujet? C'est une question très intéressante. Je pense qu'au sein de mes consultations, les patients ne viennent pas pour ce sujet, mais ça peut être un des sujets qu'on aborde. Et parfois, ils attendent des années d'avoir cet espace thérapeutique, d'avoir cet espace de parole pour pouvoir enfin raconter des sujets extrêmement douloureux à leurs enfants, tout en étant accompagnés et de se sentir en sécurité et en confiance pour le faire parce qu'il y a des mots qui vont pouvoir être mis, du sens qui va pouvoir être mis. Là, vous parlez des parents. Les parents attendent finalement d'avoir un cadre pour pouvoir se lancer dans ce devoir de mémoire et dans cette transmission. Exactement. Alors évidemment, c'est des parents qui parlent de ce que leurs parents ont vécu. Oui. Ensuite, je pense que la Shoah, ça fait partie de notre histoire. Oui, bien sûr. Et donc, à ce titre-là, c'est très important d'en parler. C'est le pire qui puisse arriver dans l'histoire de l'humanité. C'est mais important. peut-être, je m'excuse, la Shoah, d'accord, mais par exemple, l'exil aussi, les problèmes Bien sûr. d'exil, de la perte d'une vie perdue, d'un territoire perdu. De déracinement. Ça aussi, De déracinement. Et encore une fois, parler de tout ça, ça permet à l'enfant de donner du sens à certaines de ses actions, à certains choix qu'il peut faire et qu'il ne comprenait pas parce qu'il vient réparer des traumatismes du passé. En fait, le propre du trauma non traité, non élaboré, c'est de se répéter. Et donc, pour éviter que ce soit à nos enfants de réparer des choses que nous n'avons pas traitées, c'est important de faire pour nous-mêmes ce travail-là, parce que sinon, c'est eux qui payent l'addition quand même. Voilà. Ensuite, on peut se faire accompagner pour pouvoir parler de ce sujet. Souvent, les parents ont peur d'exploser en sanglots ou que ce soit vraiment déchirant pour eux de parler de ça. Et donc, ils ont besoin d'être soutenus. Et je crois qu'il y a une soif de savoir des enfants. Il y a un quiproquo entre les parents et les enfants, c'est-à-dire que les enfants n'osent pas poser des questions parce qu'ils ont peur que ça rende triste les parents, et les parents n'osent pas parler de certains sujets parce qu'ils se disent si mon enfant ne pose pas la question, c'est que ça l'intéresse pas. Ou que ça va le traumatiser, ou je veux le protéger. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Aussi ça. Et donc j'aimerais beaucoup rassurer tous nos auditeurs, c'est que en fait, parler d'un trauma du passé ne va jamais traumatiser vos enfants. Parce que finalement, c'est arrivé à leurs grands-parents ou à leurs arrière-grands-parents. Et c'est très à distance. Même parfois, il y a des parents qui parlent d'agressions sexuelles qu'ils ont vécues à leurs enfants. Ils ont très très peur que ça puisse effrayer, terroriser leurs enfants. Je ne l'ai jamais constaté. Dans ma consultation, l'enfant tout à coup comprend. Il dit « Ah, mais je comprends mieux, maman. Pourquoi, du coup, t'agis comme ça ?» Ou « Je comprends mieux, papa. Pourquoi tu ne nous as jamais autorisés à aller en colonie de vacances ?» Ou « Pourquoi tu nous as toujours mis en garde ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Merci, c'était très riche. Passionnant, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. D'abord, Coralie Abram-Palti, merci beaucoup. On va se retrouver très vite dans le studio de Radio J. Et merci à vous, Léa Ifergan-Ray. Quand vous le souhaitez, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.